Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h30 de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Dans ce journal, une invitée de marque et pas des moindres. Il s'agit de Juliette Biao Koulenoupo, qui est directrice régionale ONU Environnement. Elle est sur ce plateau pour répondre à quelques-unes de nos questions en rapport avec la conférence des ministres sur la santé et l'environnement qui a été ouverte ce matin à Libreville, la capitale gabonaise. Mais d'abord, les titres du journal. Paul Biya a prêté serment ce mardi pour un 7e mandat à la tête du Cameroun. Le 19e concours d'agrégation du CAMES est ouvert ce 5 novembre au Gabon. 261 candidats sont en compétition. Et puis la Confédération africaine de football décerne de nouveaux prix pour la cérémonie prévue en janvier à Dakar. 20h30, Aziz Adewale Tondi. Et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Nous ouvrons par donc le lancement hier de la 19e édition du concours CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, un concours qui réunit 261 candidats pour l'agrégation en médecine. La compétition va durer 10 jours. Nathalie Ella a pris part hier à la cérémonie d'ouverture. La capitale gabonaise abrite depuis hier les travaux du 19e concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, de médecine vétérinaire, de dentostomatologie et de médecine animale. 261 candidats prennent part à ce concours d'excellence africaine en matière d'évaluation des systèmes d'enseignement dans le secteur de la santé. Le concours de Libreville est donc axé essentiellement sur le volet médical afin de produire des praticiens et autres enseignants outillés dans ce domaine. Le CAMES et ses démembrements ont pour mission de doter les pays du continent des compétences requises pour une meilleure prise en charge des patients dans les différentes unités de soins. 10 jours durant, les membres du jury vont évaluer ces enseignants-chercheurs, ces enseignants chevronnés dans la capitale gabonaise, le site de l'événement qui est à ce titre une place déterminante en matière d'éducation. Un pays qui est dans la logique de la promotion d'une éducation de qualité, selon ses autorités. La tenue du 19e concours du CAMES est donc l'occasion pour ces éminents chercheurs qui valorisent le secteur de l'enseignement d'Afrique de se retrouver et d'échanger d'expériences. Le concours est à cet effet l'élément phare de l'institution CAMES, seul instrument à même de jauger le niveau réel et la qualité de l'enseignement sur le continent. Il fournit des informations, contribue à rehausser les niveaux pédagogiques et à préparer les différents candidats. En marge de cette cérémonie officielle, notre équipe a rencontré quelques candidats qui se sont montrés optimistes. Moi, je concours dans la filière d'orthopédie-traumatologie. Tout ce qui gère un peu les traumatismes, les fractures, les accidentés de la circulation et tous les problèmes qui ont trait à l'appareil locomoteur, c'est-à-dire aux membres qui vous permettent de marcher, de bouger et d'utiliser vos membres. Donc, beaucoup de stress et de tension, c'est tout à fait normal vu l'impact de ce concours, mais confiant. La préparation a été relativement bonne, donc on est confiant quant à l'issue. Il y a toujours cette pointe de stress, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais on garde le moral. Ici, il s'agit de jouer toutes ces années de sacrifice dont il faut essayer d'être le plus serein possible pour pouvoir affronter ces épreuves. Nous sommes 5 femmes candidates au concours d'agrégation, donc les femmes trouvent de plus en plus leur place dans l'enseignement supérieur. Elles sont de plus en plus valorisées. On s'est préparé grâce au soutien de nos maîtres, de nos patrons. On s'est bien préparé et on espère, plaise à Dieu, et grâce aux patrons évidemment, qu'on aura de bons résultats. Nous sommes gynécologues obstétriciennes au centre hospitalier départemental et universitaire Borgou Alibori à Parakou au Bénin. Et nous sommes enseignantes à la faculté de médecine de l'université de Parakou. On sera fixé dans moins de 10 jours, une actualité que nous allons suivre également en compagnie de Nathalie Ella.
Et puis au Cameroun, l'actualité a été marquée aujourd'hui par la cérémonie de prestation de serment du président Paul Biya, réélu récemment. Paul Biya a prêté serment pour un 7e mandat consécutif et il a promis tout faire pour donc apporter des réponses aux préoccupations des Camerounais de la partie dite anglophone. Morceau choisi de sa prestation de serment ce matin à Yaoundé. I do so swear. Comme par le passé, ce sont ces principes qui guideront mon action au service du peuple camerounais au cours du septennat des grandes opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, avant d'en évoquer des perspectives, je souhaiterais que nous jetions ensemble un rapide regard en arrière, ce qui nous permettra de faire le point sur la situation présente. Le septennat qui vient de s'achever ne s'est pas écoulé comme un long fleuve tranquille. Nous restons dans la sous-région d'Afrique centrale et allons à présent au Tchad où Cheikh bin Oumar, opposant devenu qui avait été ministre des Affaires étrangères des présidents Déby et Habré, est rentré au Tchad ce dimanche. Il avait été donc obligé d'aller en exil il y a plusieurs années. Robert Adandé. Depuis l'annonce d'une amnistie générale à l'occasion du passage à la 4e République au Tchad, Cheikh Ibn Oumar avait clairement fait savoir son intention de mettre un terme à ses 25 ans d'exil. Depuis dimanche 4 novembre, c'est chose faite. L'ancien patron de la diplomatie tchadienne est rentré au bercail et son pays, le Tchad, il l'avait quitté depuis 1994 où il risquait la peine de mort. L'ancien patron de la diplomatie tchadienne, ex-chef du Conseil démocratique révolutionnaire, un mouvement opposé à l'ex-président Hissène Habré et au président Idriss Déby, a entrepris cet exil qui aura duré près d'un quart de siècle. C'est début mai 2018 que lors de la promulgation de la constitution de la 4e République, Idriss Déby annonçait l'amnistie de tous les rebelles tchadiens. Une nouvelle donne qui a fait germer en l'ancien chef du CDR, le Conseil démocratique révolutionnaire, l'idée d'un retour au pays. Il y a la nécessité de trouver des solutions. Et la dernière mesure, l'ordonnance d'amnistie prise par le président Idriss Déby, à mon avis, ouvre un petit espoir même si c'est loin d'être suffisant. C'est en ces mots qu'il s'exprimait courant juillet lors d'une interview accordée à nos confrères de RFI. Une idée qui présageait d'un probable mais pas forcément retour imminent. L'idée a donc fait son bout de chemin et l'opposant a été accueilli le week-end dernier à l'aéroport de N'Djamena par le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahamat Bachir. Cheikh Ibn Oumar est âgé de 67 ans et dans les années 70, l'homme a été l'un des leaders du Front de libération nationale du Tchad sous le régime de l'ancien président Goukouni Ouédéi. En 1982, il avait pris la tête du Conseil démocratique révolutionnaire qui a combattu l'ancien régime d'Hissène Habré avant de devenir son ministre des Affaires étrangères en 1989. Nous le disions en titre, la conférence interministérielle sur la santé et l'environnement s'est ouverte ce mardi à Libreville, la capitale gabonaise. Elle va se tenir jusqu'au 9 novembre prochain et elle porte sur un thème qui fait le lien entre la santé et l'environnement. Nous avons sur ce plateau Dr Juliette Biao-Kolunepo qui va revenir nous parler de certains points de cette rencontre après ce sujet signé Senyama. 10 ans après l'adoption de la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique, la capitale gabonaise abrite à nouveau depuis ce 6 novembre la conférence interministérielle sur la santé et l'environnement. La déclaration de Libreville, adoptée en 2008, a posé les jalons des changements politiques et institutionnels ainsi que le cadre d'investissement nécessaire pour prévenir et gérer d'une manière efficace et intégrée les menaces environnementales sur la santé publique et l'intégrité de l'écosystème. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est un engagement politique, une action concertée et une responsabilité partagée entre les secteurs de la santé et de l'environnement pour consolider les acquis et renforcer les mesures d'investissement nécessaires
pour réduire les menaces environnementales pour la santé humaine. À l'heure où plus d'un tiers de la charge totale de morbidité est liée à la dégradation de l'environnement, cette troisième conférence est l'occasion pour les différents acteurs de s'appesantir sur la nécessité de partager les expériences et les enseignements en matière de gouvernance de l'environnement et de la santé en Afrique. Les recommandations issues de vos travaux nous permettront d'élaborer et d'adopter une feuille de route en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable. Durant les 4 prochains jours, il s'agira pour les 350 délégations qui sont attendues ici à Libreville de discuter de comment relever les défis de la santé et de l'environnement en Afrique pour garantir un mieux-être aux populations africaines. Alors, docteur Juliette Biao Kolonipo, bonsoir. Bonsoir. Merci déjà d'être venu, d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi. Alors, depuis 10 ans, l'adoption de la déclaration de Libreville a été actée et finalement, quels sont les progrès qui ont été réalisés entre-temps? Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de remercier le gouvernement gabonais et son peuple pour l'accueil chaleureux et puis l'hospitalité sans faille qui nous a été réservée depuis que nous sommes dans la grande et belle ville de Libreville. Mes remerciements vont particulièrement au ministre, à la ministre d'État, ministre chargée de la Santé et des Affaires sociales, ainsi que le ministre de l'Environnement du Gabon, qui est l'actuel président de la conférence ministérielle africaine. Je voudrais aussi en passant remercier ma chère sœur directrice régionale pour l'Afrique de l'OMS et son équipe pour tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour faciliter vraiment et combler le vide du bureau de ONU Environnement ici au Gabon. Alors, la déclaration de Libreville est une déclaration politique qui offre vraiment un cadre concerté et puis intégrée pour attaquer les interfaces santé-environnement. Elle a été signée en 2008, ici, au Gabon, à Libreville, au Gabon, par des ministres de l'Environnement et de la Santé. Et j'ai l'insigne honneur, le privilège d'avoir fait partie de ces ministres qui avaient signé cette déclaration en 2008. Depuis 2008, il y a eu, juste après la signature de la déclaration, il y a eu deux réunions successives des partenaires qui, en fait, ont permis de définir un peu, de valider la feuille de route pour la mise en œuvre de la déclaration, mais aussi de fournir un guide d'élaboration de ce qui est appelé, en fait, l'analyse situationnelle et l'évaluation des besoins, et aussi de permettre aux pays de partager leur expérience dans le développement de ce document-là. 2 ans plus tard, il y a eu une deuxième réunion ministérielle sur la santé et l'environnement à Luanda, en Angola, pour faire un peu le point de la mise en œuvre de la déclaration de Libreville et aussi pour voir un peu comment est-ce qu'on peut définir une action internationale pour accélérer la mise en œuvre de la déclaration de Libreville. Nous sommes à 10 ans de la signature de cet accord et ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un rapprochement entre les 2 départements ministériels. Et mieux, il y a eu le développement d'un plan d'action conjoint national. Et ça, si on peut évaluer le niveau de mise en œuvre, c'est 69% des pays africains qui ont ce plan national. Et qu'en est-il justement vous venez d'évoquer cette approche santé-environnement, qu'en est-il de cette approche intégrée santé-environnement aujourd'hui? L'approche santé-environnement, justement, a permis de développer un plan d'action intersectoriel, conjoint entre les 2 départements. Et ça s'est basé justement sur l'identification des priorités d'Afrique en matière de santé environnementale, comme le préconisait en fait la conférence de Luanda. Mais
En fait, si on veut comparer tous les efforts qui ont été consentis, toutes les ressources qui ont été investies, si on doit faire le bilan aujourd'hui, les progrès qui ont été réalisés ne sont pas à la hauteur des attentes. Le coût économique de la pollution est estimé, selon l'ONU, à 450 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Un commentaire sur ce chiffre? Bon, ça a bien sûr rapport au coût, en fait, pour attirer l'attention des États africains sur le coût de l'inaction. Parce que même dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui en plénière, il est bien ressorti qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Aujourd'hui, la pollution atmosphérique est responsable de 7000 décès dans le monde. Et il y a environ 8 millions de tonnes de déchets qui sont déversés dans les océans à l'échelle mondiale. C'est 4000 enfants qui meurent par jour du fait de le manque d'accès à l'eau potable et les conditions vraiment mauvaises d'hygiène. Sur le plan économique, comme vous venez de le dire, on peut bien se rendre compte que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut vraiment dépenser pour des mesures curatives. On a bien remarqué que le coût économique des décès qui sont liés à la pollution atmosphérique sont estimés à 450 milliards de dollars, comme vous le dites. Et du point de vue économique aussi, on se rend compte que les décès qu'on peut vraiment, les décès prématurés, les gains qu'on peut faire, qu'on peut réaliser rien que sur l'élimination du plomb dans l'essence à l'échelle mondiale peut être estimé à près de 2,45 milliards de dollars, ce qui représente à peu près 4% du produit intérieur brut total. Ça veut dire que ces gains qu'on peut faire peut permettre d'éliminer environ 1 million de décès par an. Et pour finir, un mot sur le sommet mondial sur l'environnement qui va peut-être permettre de se pencher sur l'innovation qui pourra aussi être mise à profit pour arriver à des solutions. En fait, la conférence interministérielle sur la santé et l'environnement, les délibérations vont contribuer à la 4e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement qui s'organisera en mars 2019 sous le thème solutions innovatrices, consommation durable et production durable. En fait, les questions innovatrices sont au cœur de cette conférence interministérielle. Si on veut vraiment faire le bilan, c'est qu'on n'est pas allé loin sur les mesures innovatrices, et justement parce que les engagements des États sur l'investissement d'1% de produit intérieur brut sur la recherche scientifique et l'innovation sont loin d'être atteints au niveau de l'Afrique. Donc, s'il n'y a pas de recherche scientifique, vous conviendrez avec moi qu'il n'y aura pas d'innovation. Docteur... Et l'innovation est vraiment au cœur de la 4e session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Donc, on sortira des délibérations de cette conférence interministérielle qui vont en fait nourrir les discussions au niveau de la 4e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Et nous les suivrons avec beaucoup d'intérêt pour nos téléspectateurs. Docteur Juliette Biao Koulenoupo, je rappelle que vous êtes directrice régionale d'ONU Environnement et que vous avez été notre invitée sur ce plateau. Vous restez en notre compagnie pour la suite du journal, avec en économie, cette fois, la South Africa Airways, la compagnie sud-africaine qui est pratiquement en train de mettre la clé sous le paillasson. Elle traverse une zone de turbulence depuis 2004, nous dit Sabrina Massima. La compagnie nationale aérienne sud-africaine, longtemps la première du continent, risque d'être emportée par les turbulences financières.
Depuis 8 ans, la société tourne à perte et ne survit que via une perfusion de l'État. Face à la crise qu'elle traverse, le gouvernement sud-africain a décidé d'emporter une ligne de 5 milliards de rand, soit environ 350 millions de dollars à la compagnie. Un montant qui devrait permettre d'alléger le fardeau de la dette du transporteur aérien dont le montant est estimé à 343 millions de dollars. Toutefois, pour le nouveau ministre des Finances de l'Afrique du Sud, Tito Mboweni, la réponse est claire. La compagnie doit fermer. Pour lui, il n'est pas raisonnable de continuer à renflouer une compagnie en très mauvaise santé et très lourdement endettée. L'argentier sud-africain justifie sa position par le fait que le pays traverse une crise économique aiguë et qu'il faut redéfinir les priorités. La compagnie sud-africaine est entrée en crise dès 2004, une situation qui a freiné son expansion alors qu'elle était le fleuron du transport aérien du continent. Elle est minée par la mauvaise gestion des anciennes équipes et surtout par un effectif pléthorique. La compagnie compte actuellement environ 10 000 salariés pour une flotte de 53 avions desservant une quarantaine de destinations. Voilà la situation de South Africa Airways qui va de mal en pis. On poursuit le journal avec cette fois la Minute Info qui nous permet d'aller dans l'océan Indien, savoir quelle est l'actualité dans cette partie du continent. Qui s'est amusé à lancer des cocktails Molotov sur la maison des Roumali aux petites heures ce matin? C'est ce que veut savoir Asenji Roumali, l'internaute qui avait dû se rendre aux casernes après avoir partagé une photo de Kobita Jugnut et du numéro 1 de Mauritius Telecom, a porté plainte ce matin au poste de police de Sodnak. Des graines de cannabis qui tombent du ciel. En tous les cas, Danny Schwartecourt, un chauffeur de 32 ans, affirme qu'il les a simplement ramassés. C'est du moins l'explication qu'il a donnée à la police lorsqu'il a été retrouvé en possession de 635 graines de cannabis samedi. Il a retrouvé la liberté conditionnelle. 75, c'est le nombre d'habitants de l'île du Sud-Agalega qui ont été évacués vers l'île du Nord aujourd'hui. Et ce, puisque la dépression tropicale devrait gagner en force pour devenir une tempête tropicale d'ici ce soir. Si la menace s'accentue, les habitants de l'île du Nord seront aussi évacués. Il y aura de nouvelles récompenses pour les CAF Awards. On est en football. Les CAF Awards vont permettre donc à des sportifs de haut niveau et à des dirigeants du secteur sportif d'être récompensés. Et ces nouvelles rétributions vont être remises à l'occasion de la cérémonie prévue se tenir à Dakar le 8 janvier prochain. Rodney Ovono. 11 récompenses seront décernées cette année lors de la cérémonie qui se déroulera dans la capitale sénégalaise. Les trophées de meilleurs joueurs et meilleures joueuses, joueurs espoirs, entraîneurs équipe masculine et entraîneurs équipe féminine de l'année, équipe nationale masculine et féminine de l'année, but de l'année, meilleurs 11 africains, trophée Idnekatu Tessema qui récompense le président de la fédération de l'année et le Platine Awards remis à une personnalité sont les distinctions prévues par la Confédération africaine de football. Pour cette édition 2018, plusieurs aménagements et innovations sont donc prévus tels que la désignation du meilleur 11 et l'attribution du but de l'année. Une décision qui intervient à l'issue d'une réunion de préparation du comité d'organisation des CAF Awards 2018 qui s'est tenue la semaine écoulée. Il est à rappeler que les CAF Awards sont destinés à rendre hommage aux footballeurs, officiels et administrateurs qui se sont distingués au cours de l'année. Passons en revue maintenant les titres de la presse africaine. Un tour dans les kiosques en compagnie de Robert Adandé. Mardi 6 novembre 2018, dans sa livraison du jour, le quotidien ivoirien l'essor titre « Au cœur de la République, Soro Kigbafori Guillaume, cet homme est fini politiquement ». Un président de l'Assemblée nationale, payé à se promener à l'étranger pour torpiller le régime, interroge l'essor ivoirien. L'intelligent d'Abidjan offre sa manchette à Bruno Nabagné-Koné. Des quartiers précaires seront reconstruits à Abidjan, mais 3 points de suspension. Logements sociaux, voici comment nous allons procéder désormais. Maçons, menuisiers, ce que nous prévoyons. Et puis, lutte contre le terrorisme, rumeur d'attaque, les ministres de la Défense et de l'Intérieur rassurent. C'est ce que dit le Jour Plus. Et pour Ambak de renchérir, personne n'a intérêt à inciter les militaires. Et Sidiki Diabaté de répondre, nous veillons au grain que les Ivoiriens soient tranquilles. Le Burkina Faso, dans les colonnes du quotidien L'Information pour tous, revient sur le procès du putsch du RSP. Je n'ai ni approuvé, ni ordonné, ni encore participé à ce coup d'État, avoue le commandant Abdoulaziz Korogo, tout en chargeant le
général Diendéré. Sidoya, toujours au pays des hommes intègres, fait état de la situation financière de la Sonabi, ce qu'il faut éviter pour le blocage, dixit le DG Hilaire Kabori. Concernant la crise togolaise en traitement à Conakry, Togo Matin indique que le facilitateur opte pour une résolution à huis clos. Et au Gabon, le quotidien L'Union fait la part belle au concours d'agrégation CAMES 2018 à Libreville. 261 candidats à l'épreuve. Le Gabon accueille depuis hier le 19e concours de médecine du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Celui du cinquantenaire de l'organisation auquel prennent part 261 candidats, dont 5 Gabonais dans les spécialités de stomatologie, rhumatologie, gynécologie et pédiatrie. Et enfin, du côté du royaume chérifien, le quotidien du Maghreb et du Sahara, le Matin Écho, fait écho du forum d'affaires Maroc-France. Grosse opération de séduction pour les provinces du Sud. Belle réussite pour le forum d'affaires Maroc-France organisé les 3 et 4 novembre à Layoun. L'événement qui a drainé des centaines d'opérateurs économiques a mis en avant tout le potentiel de Layoun comme point d'entrée et hub vers l'Afrique et celui de la France comme plateforme européenne. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain. Avec plaisir, Robert Adandé. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Excellente suite de programmes sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.